Lecture sur le fil. Sur le fil du discours, de l'actualité littéraire, aussi bien du funambule. Des spécialistes de l'analyse du discours littéraire présentent une œuvre de l'actualité littéraire et déroulent, pour le partager, le fil de leurs idées. Bienvenue à tous pour notre séance du 26 novembre de lecture sur le fil. Donc aujourd'hui, nous allons entendre Sandrine Vaudrey-Luigi qui va nous parler de Léonore de Récondo et de son dernier roman, Revenir à toi, paru en 2021, donc chez Grasset. Sandrine Vaudrey-Luigi est maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle. Elle a écrit notamment La langue romanesque de Marguerite Duras, Une liberté souvenante, publiée chez Garnier. Elle travaille actuellement sur différents auteurs contemporains, notamment Maëlys de Kerangal et Léonore de Récondo. Ses recherches portent principalement sur l'histoire des formes langagières depuis 1850 et sur les styles d'époque. Donc Sandrine, nous t'écoutons. Merci beaucoup à toi d'être là aujourd'hui. Merci à toi Cécile de me donner l'occasion donc, de parler d'un roman paru très récemment, en août 2021. Il s'agit de Revenir à toi de Léonore de Récondo. Le titre de ma communication s'intitule Léonore de Récondo, passeuse de voix, passeuse de texte, sur Revenir à toi. Paru en août 2021 aux éditions Grasset, Revenir à toi est donc le dernier ouvrage de Léonore de Récondo. Il signe un retour au roman après un détour par l'autofiction avec Manifesto et un livre de commande dans le cadre de la collection Ma nuit au musée avec Leçons de ténèbres. Je vous propose de laisser tout d'abord la parole à Léonore de Récondo pour la présentation et le résumé de son roman. Je la cite. C'est l'histoire de Magdalena, une comédienne d'une quarantaine d'années, qui reçoit un texto de son agent lui disant « On a retrouvé ta mère ». On comprend très vite que cette femme a disparu 30 ans auparavant sans laisser de traces. Magdalena est tout d'abord tout à fait décontenancée évidemment par ce message et finalement décide d'y aller aussitôt. Elle ne repasse pas par chez elle. Elle va à l'adresse indiquée qui se trouve dans le sud-ouest, une maison éclusière sur le canal latéral. C'est l'histoire de ce voyage, de cette fille vers sa mère, qui ne va pas tout de suite la rencontrer. Mais la rencontre va avoir lieu. Pas du tout comme imaginé, évidemment. Et c'est une forme de livre autour de revenir à toi, à soi, à la réconciliation. Et aussi cette femme comédienne qui a passé sa vie à dire les paroles des autres, à incarner d'autres personnes pour éviter peut-être cette blessure profonde, va finalement trouver quelque chose d'elle à cet endroit-là. C'est donc l'histoire d'une mère et de sa fille, l'histoire d'Antigone de Sophocle qui sauve la fille quand l'histoire a tué, sans la tuer vraiment, la mère. Histoire de mots, les mots d'une lettre secrète qui anéantissent la mère, les mots dans les livres, dans les pièces jouées qui sauvent la fille. Revenir à toi est aussi l'histoire d'un événement non identifié. S'agit-il de la disparition de la mère, des retrouvailles entre la mère et la fille, ou de l'événement déclencheur de cette séparation traumatique et en regard de l'histoire du roman? On comprend dès lors que ce roman est fondé sur différents bouleversements et c'est peu dire que l'on en trouve un écho au niveau stylistique. Mon propos aujourd'hui est de montrer qu'il existe un double mouvement à l'œuvre d'en revenir à toi, double mouvement d'unité et de fragmentation, de mise en cohérence et de perturbation qui contreviennent à cette dernière. En effet, toujours lisible, le texte est néanmoins perturbé et, quel que soit le palier d'analyse envisagé, par des ambiguïtés, des incohérences, des anomalies largement liées à la gestion du point de vue et du monologue intérieur. Mais ces perturbations sont, dans le même temps, conjointement, dans une sorte de contrepoint permanent, comme unifié, du moins dépassé, subsumé, principalement par une référence, celle d'Antigone de Sophocle. Dans un premier temps, je m'intéresserai au discours rapporté au monologue intérieur, avant, dans un second temps, d'envisager une configuration syntaxique privilégiée par ces derniers, la phrase averbale.
Je vais commencer par m'intéresser, dans un mouvement du texte à la phrase, au discours rapporté et au monologue intérieur. Tous les paliers textuels sont touchés par ce double mouvement d'anomalie et de retour à un texte plus conventionnel, selon des règles qui restent à déterminer. Il importe de noter, même si la description du niveau global se prête mal à une conférence de 30 minutes ou un article court, que des pages entières se présentent avec des perturbations graphiques et de mise en page importantes par rapport au reste du texte. Or, ces dernières activent une caractéristique commune. Elles correspondent soit à du monologue intérieur, soit à du discours direct libre intérieur, sans qu'il soit possible dans la plupart des cas de trancher entre ces deux hypothèses. Une chose est certaine en revanche, c'est que tous les personnages concernés, tous les passages concernés correspondent à une adresse mentale ou réelle de Magdalena à sa mère, adresse et non échange, puisque sa mère, sans être muette, ne parle plus. Ainsi, l'ensemble d'un chapitre, des pages 99 à 102, est concerné par ces perturbations. Il se présente graphiquement dans une police différente. Par ailleurs, la phrase ne correspond plus à sa définition graphique conventionnelle, puisqu'il n'y a plus de majuscules à l'ouverture ni de points à la fermeture. Les paragraphes de son chapitre, contrairement au reste du roman, ne sont plus soumis à l'alinéa et ne sont pas organisés en, pour reprendre le terme de Jean-Michel Adam, en sections de chapitres. Visuellement, le paragraphe se présente donc davantage de façon monolithique, avec de multiples points-virgules qui deviennent la ponctuation majeure en fin de paragraphe. Plusieurs fois, cette mise en page n'intervient pas sur l'ensemble d'un chapitre, mais sur quelques pages. Retenons ici à nouveau la disparition de la phrase graphique et sémantique avec l'absence de majuscules et de points, la réactivation du point-virgule, qui donne à lire ces pages comme autant de discours intérieurs circonscrits graphiquement et ayant, du point de vue de la logique narrative, un enjeu particulier. En ce sens, on ne s'étonnera pas de les retrouver une fois que Magdalena a elle-même retrouvé sa mère. Signalons en effet au niveau global et graphique les passages en italique qui sont autant de citations d'Antigone de Sophocle. On ne saurait à ce stade considérer ces segments comme une véritable perturbation textuelle dans la mesure où ils engagent un processus citationnel. Notons simplement, pour l'instant, qu'ils sont parfois intégrés dans la prose narrative sous une autre forme graphique, rendant leur identification plus problématique. Je ne vais pas m'arrêter davantage sur le niveau global. En revanche, le niveau mésotextuel doit retenir notre attention, car il fait apparaître un traitement des paroles et des pensées rapportées qui malmène les représentations textuelles les plus habituelles. Certes, on ne saurait s'étonner, s'agissant de la prose du XXIe siècle, de la disparition des marques graphiques les plus conventionnelles des discours rapportés, même si c'est la première fois que Léonore de Récondo fait un usage si massif des dispositifs de brouillage, d'estompage entre les différents discours rapportés, et de fait de leur insertion dans la prose narrative. Mais l'auteur n'en reste pas à un usage qui relèverait simplement du style d'époque et dont témoignent de nombreuses contributions dans le volume dirigé par Karine Germoni et Claire Stoltz sur les discours rapportés. Mon propos ici n'est pas d'établir une typologie de la représentation des discours rapportés ou du monologue intérieur d'en revenir à toi. En revanche, s'arrêter sur quelques pages significatives permettra davantage de montrer qu'au-delà de la fragmentation des discours rapportés, ces derniers sont subsumés par un désir de mettre les voix et les mots au cœur du texte. Le premier exemple que je souhaite examiner permet de souligner que les discours rapportés se situent fréquemment dans le cadre endophasique, ce qui constitue indubitablement un filtre supplémentaire. Soit l'exemple suivant que je lis. Elle se souvient du jour où son père Isidore lui avait dit « Maman est partie ».
une phrase simple, sujet, verbe, participe passé. Une phrase tout à fait intelligible. Magdalena la comprenait, mais la trouvait trop courte. Il lui manquait au moins un complément de lieu, ainsi que plusieurs paragraphes d'explication. Une maman ne part pas comme ça. Le ton de son père était à la fois désinvolte et ferme. Il esquivait. Il n'y avait ni pharmacie, ni boulangerie, ni même une autre ville. Il y avait un espace long et indéterminé pour une durée distendue. Maman est partie. Le processus de remémoration, acté par le verbe pronominal se souvient, met en avant des paroles prononcées autrefois. Si la seule marque graphique consiste en 2 points, la situation de communication est retracée fidèlement avec un locuteur, un verbe de parole, un délocuté. La suite du paragraphe est attribuable à Magdalena, au moins à partir des verbes activant une activité psychique qu'on prenait, trouvait, et de la contamination de la narration, présence de maman dans la prose narrative. Les 2e et 3e phrases sont plus problématiques parce que la limite entre point de vue et discours rapporté est parfois poreuse, comme le rappelle Alain Rabatel, je cite « Le point de vue est un phénomène énonciatif proche du discours indirect libre, dans la mesure où il renvoie à des perceptions, souvent associées à des pensées, qui ne sont pas celles du narrateur, quand bien même elles sont rapportées par le truchement de la voix narrative. » Plus encore, que faire de la répétition de « maman est partie » ? S'agit-il d'un ressassement, d'un processus de rumination dans le cadre du monologue intérieur, plus ou moins activé en fonction des pages, des phrases, ou s'agit-il en même temps d'une sorte d'anaphorisation indécidable qui va structurer le tissu narratif ? Le paragraphe suivant décrit en tout cas les réactions de Magdalena. Notons par ailleurs que l'hypothèse d'une aphorisation semble d'autant plus valide, plus autorisée, que l'on retrouve ce segment à la page suivante. Il se trouve cette fois à l'ouverture d'une section de paragraphe abordant toute une série de souvenirs liés au départ d'Apollonia, comme si ce segment, source d'ambiguïté, assurait également une sorte de maillage dans le roman. Parfois, les segments à interpréter s'inscrivent directement dans le souvenir de Sophocle et mobilisent un processus citationnel. Je vais vous lire un extrait de la page 45, extrait assez long. Enfoncée dans le siège, crâne calé contre l'appui-tête, elle pose les mains sur ses cuisses et respire comme avant d'entrer en scène. Yeux fermés, inspiration et expiration profonde dans le bas-ventre. Esprit qui suit les mouvements afin de déceler le rythme cardiaque. Concentration. S'il te semble en ce jour qu'en folle j'ai agi, peut-être est insensé qui me croit hors de sens. Elle appelle Sophocle à l'aide, quand sa pensée est paralysée par une émotion qui la submerge. Est insensé qui me croit hors de sens. Plusieurs fois les lèvres qui bougent dans le silence de la voiture, avant d'ouvrir les yeux et de ravaler les larmes. Elle attend, puis démarre pour aller dire à sa mère, en ce jour lointain, en folle tu as agi. Et chacun de mes jours en a été la conséquence. Et maintenant que je suis à 1 heure de toi, je ne sais plus comment t'appeler. Maman, alors que j'ai passé des années à hacher menu ce mot, te dire « Maman, pourquoi m'as-tu abandonnée ?» et ainsi entrer dans une tragédie trop humaine où Sophocle n'aurait pas voix au chapitre. Si l'on s'en tient tout d'abord à une description matérielle de l'extrait, on note que le lecteur se trouve d'abord confronté à une mise en page inhabituelle, sans même être en mesure de percevoir une forme de régularité dans la variété. Le premier paragraphe sur lequel nous reviendrons est suivi par 2 lignes qui ressemblent à des vers et qui sont aisément repérables à la fois par l'italique et le blanc graphique qui les précède. Et leur succèdent, les constituant en une sorte d'îlot. Puis la 2e ligne de cet îlot est en partie reprise au 2e alinéa de la section suivante de paragraphe.
Cette reprise en italique est marquée par l'absence de majuscule à l'ouverture du paragraphe, quand bien même elle fait apparaître un point final. Enfin, au paragraphe suivant, c'est une partie du contenu de la première ligne de Lillo qui est reprise, cette fois sans italique et en étant intégrée à la prose narrative. Au-delà de la matérialité de cette mise en page, la linéarité des phrases est à prendre en compte. En effet, à ce stade du roman, le lecteur sait que Magdalena est une comédienne de renom et qu'elle va jouer Antigone l'été suivant. Il sait aussi que l'identification de Magdalena à Antigone est profonde. Je cite le texte, page 12. « Au retour, sa vie recommencera avec la lecture préparatoire de la pièce programmée à Avignon cet été, Antigone de Sophocle. Elle est Antigone. Elle l'a lue, relue, par cœur, rabâchée. » Le paragraphe 1 de notre extrait correspond au moment où Magdalena vient de s'installer au volant d'une voiture de location à Bordeaux, après avoir pris le train pour aller voir sa mère. Le lecteur fait face à cet instant de la lecture à des informations non convergentes qu'il va néanmoins dépasser grâce à la comparaison comme avant d'entrer en scène. Il assiste en effet à une sorte d'épisode de mise en condition avant une entrée en scène, mise en condition certes fictive, même s'il reste indécidable, dans la linéarité du texte, de savoir si Magdalena prononce ou non les deux lignes de l'îlot textuel. Ce qui est certain, c'est que le lecteur, préparé depuis le début du roman, est en mesure d'identifier Antigone de Sophocle. Pour autant, le paragraphe 3 n'aide pas véritablement à trancher quant au statut des lignes en italique. Le mot « penser » pourrait faire pencher pour des paroles non prononcées, mais l'appel à l'aide suggère plutôt le contraire. Le paragraphe 4 est également problématique. Le premier segment, ou peut-on dire phrase, a un statut relativement indécidable, dans la mesure où l'on ne peut écarter la superposition d'une interprétation en mention autonyme au processus citationnel. Ensuite, la phrase qui n'est pas en italique apporte une réponse qui finalement rassemble les différentes hypothèses avec les lèvres qui bougent et le silence de la voiture. Comment ne pas rappeler, sans pour autant souscrire à l'ensemble des positions de Gustave Guillaume sur l'endophasie, ses propos très éclairants quand il affirme au sujet de la psychisation, je le cite, « Dans le cas contraire, où la transition en question se psychise moins et peu, le langage intérieur se développe sous des conditions de saisie moins fugitives et il existe à la limite un discours intérieur si près du discours extérieur qu'il prend la forme physique d'un discours intérieurement murmuré. » Le paragraphe 5 présente alors du discours direct libre dans du monologue intérieur, avec adresse à la mère, et partant, modification de l'îlot textuel dans sa reprise finale. On passe ainsi de « en folle j'ai agi » à « en folle tu as agi » et pensé en cours de construction, comme le suggère la répétition de la coordination « et chacun de mes jours » et maintenant et ainsi entrer, dont le but est également de souligner une triple temporalité à l'œuvre dans ce discours direct libre intérieur, passé et habitude, présent et futur, du moins virtuel. Bref, cet exemple suffit à montrer à quel point les discours rapportés ne sauraient se limiter d'en revenir à toi à un effet d'époque. Dans un roman largement fondé sur un secret à découvrir, on assiste à une véritable scénographie de la parole proférée, de la parole pensée, de la parole à peine murmurée. Avec les indications concernant la voix, la façon dont les paroles sont dites ou ressassées, en relevant tantôt du narrateur, tantôt s'intégrant dans le monologue intérieur, la mobilisation d'une expression lexicalisée, avoir voix au chapitre, au sujet de Sophocle,
le texte tout entier est tendu vers la voix. La référence à Sophocle ne constitue d'ailleurs pas une simple référence littéraire, un simple vernis. Cette référence conditionne tout au contraire l'ensemble de l'extrait, participant elle-même à cette scénographie, se situant conjointement à deux niveaux textuels. Signalons enfin, pour cet exemple, une autre voix qui se fait entendre avec la référence au psaume 22 de la Bible. « Maman, pourquoi m'as-tu abandonné ?» On peut peut-être lire une référence au psaume 22, je cite dans la traduction de Second, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Ou encore dans la nouvelle traduction d'Olivier Cadiot, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les paroles de mon cri sont si loin de ma délivrance. Je crie le jour entier, ô mon Dieu, et tu ne réponds pas. Nuit sans mon silence. » Deux traductions que ne semblent pas pour autant développer la phrase suivante, mais bien au contraire écarter dans une sorte de justification métatextuelle, quand bien même le point de vue de Magdalena est dominant, je cite, « et ainsi entrer dans une tragédie trop humaine où Sophocle n'aurait pas voix au chapitre ». Il n'empêche que la phrase qui clôt le chapitre met en avant deux termes fondamentaux et récurrents dans la Bible et dans ce psaume, silence et absence, le paradoxe de Dieu étant une présence dans le silence, là où Apollonia, figure christique à cet instant, je cite, est tombée nue dans le silence de l'absence. Je vais à présent aborder les énoncés verbaux et passer d'un niveau macro à mésotextuel, d'un niveau mésotextuel à plus microtextuel. En effet, si l'on s'intéresse à un palier textuel inférieur, qui engage également point de vue et monologue intérieur, les phrases averbales, ou les phrases sans verbe, au sens le plus large possible, constituent un autre observatoire intéressant. À nouveau, il s'agit de s'arrêter sur quelques cas où la phrase sans verbe se situe entre perturbation, anomalie et saisissement, unification dans un projet, une perspective plus vaste. On ne saurait s'étonner depuis Dujardin d'observer des phrases sans verbe dans le monologue intérieur. Mais comme on a pu le dire des discours rapportés, d'une part, Revenir à toi présente de nombreuses occurrences ambivalentes de phrases averbales, d'autre part, elles ménagent, voire maintiennent des ambiguïtés. Ainsi, dans l'exemple suivant, qui se situe page 28, je cite, « Dans le couloir, elle n'a plus rien reconnu. Elle a perdu pied à la ligne alinéa, peur, panique. » On peut se demander si la phrase sans verbe « peur, panique » ne suspend pas le point de vue de Magdalena, parfaitement attesté par ailleurs. Cette phrase sans verbe de type résomptif, selon les mots de Lefebvre, et à vous ce serait un segment autonome de type résomptif avec autonomie syntaxique mais sans autonomie textuelle. Donc on peut se demander si cette phrase, à qui attribuer cette phrase sans verbe, d'autant qu'on le retrouve plusieurs cas relativement similaires dans le roman. J'en cite un autre exemple. Bientôt, elle longe le canal latéral à la Garonne. J'arrive pas à lire. Pardon, excusez-moi. Bientôt, elle longe le canal latéral à la Garonne. Le long du cours d'eau, que rien ne semble perturber, des platanes se serrent les uns contre les autres. Tableau idyllique d'une campagne domestiquée. L'exemple se trouve à la page 37. Deux exemples qui font écho aux propos de Combette lorsqu'il affirme « Les structures nominales ne se limitent pas aux seules perceptions et à formation d'arrière-plan. En dehors de ces processus cognitifs que l'on pourrait qualifier d'involontaires, de non entièrement maîtrisés par le sujet, rêverie ou perception non dirigée, elles représentent aussi parfois l'activité rationnelle consciente et délibérée du sujet. Parfois,
C'est l'identification précise de la phrase sans verbe qui est problématique. Ainsi, dans l'exemple suivant, situé page 49, je lis « Magdalena enlève ses chaussures, pose ses pieds nus sur le terre-plein. Plantes humides, boutons d'or, pissenlit. Elle s'imprègne et commence de marcher. D'abord lentement, 1 kilomètre le long du canal. On voit ici comment le groupe prépositionnel sur le terre-plein se trouve développé, aspectualisé, a-t-on envie de dire, dans la phrase sans verbe, à moins que bouton d'or et pissenlit n'aspectualisent finalement le segment plantes humides. Mais surtout, ce segment sans verbe ne constitue pas à proprement parler un débordement phrastique, même si son autonomie sémantique peut être discutée. L'analyse en phrase averbale existentielle, dans le cadre d'un point de vue, reste la plus recevable. De même, dans l'exemple suivant, qui est une description, je lis, page 50, « La bâtisse est à quelques mètres, de l'autre côté du canal. Elle reprend son souffle. Il lui suffit de traverser l'écluse et d'aller frapper. D'ici, elle voit que les volets sont fermés. C'est une toute petite maison, presque une cabane. Une porte en son centre flanquée de 2 fenêtres de chaque côté. Une cheminée et une vieille antenne télé sur le toit. Un peu plus loin, il y a des ruches, une dizaine. Les alentours sont en friche. La peinture turquoise pèle sur les persiennes. Sensation triste et humide, délabrée. L'ambiguïté ici porte sur les 2 phrases averbales qui suivent une séquence descriptive assez conventionnelle dans laquelle on retrouve l'ancrage du thème-titre, différents éléments d'aspectualisation, volets, portes, fenêtres, cheminées, antennes télé, persiennes. Mais assez curieusement, très peu de caractérisation. À peine note-t-on fermée, vieille, turquoise. Cette raréfaction de caractérisation est d'autant plus étonnante que le terme d'ancrage, bâtisse, est un terme donné comme régulièrement péjoratif par le Trésor de la langue française informatisée. De fait, il faut attendre la fin du paragraphe pour observer enfin des caractérisations concordantes avec le thème-titre, d'une part à travers une métaphore, d'autre part à travers les 2 phrases averbales qui ferment le paragraphe et dans lesquelles on retrouve 2 adjectifs caractérisants et un participe passé en emploi adjectival, triste, humide, délabré. Mais force est de constater que les adjectifs triste et humide, d'une part, ne sont guère concordants, et la conjonction de coordination « et » ne fait finalement que souligner cette non-congruence entre un adjectif impliquant une personne ou ses impressions et un adjectif décrivant un état de la nature. D'autre part, parce que le mot délabré pose problème. S'agissant d'un participe passé en emploi adjectival, l'analyse en apposition située après le point, du moins en détachement sous une forme d'hyperbate au sens large qui perturberait la phrase par une rallonge, semble à privilégier, sauf qu'il est difficile d'identifier son point d'incidence. Il est en effet impossible, du point de vue du sens, de rattacher délabré à sensation. Le plus évident et le plus opératoire du point de vue psychocognitif est de rattacher délabré à bâtisse, plus qu'à petite maison ou cabane, dans la mesure où les 2 éléments, bâtisse et délabré, se situent, je cite Jean-Michel Adam, aux frontières textuelles de paragraphes et guident les traitements intégratifs en mémoire de travail. Un autre exemple mérite attention. Rare dans le roman, il n'en est pas moins particulièrement remarquable. Il s'agit, page 74, de la phrase sans verbe « belle petite troupe ». Ce cas est particulier dans la mesure où l'on peut considérer qu'il y a concurrence entre 2 points de vue, celui de Magdalena et celui de sa mère, Apollonia. Il s'agit d'une phrase sans verbe située à l'ouverture d'une section de paragraphe.
Il est nécessaire d'étendre la citation pour comprendre le conflit qui se joue entre le paragraphe précédant cette phrase sans verbe et celui l'intégrant d'une part entre les deux points de vue, d'autre part... Je suis désolée, j'ai perdu mon fil. Dans le paragraphe précédent, celui ouvrant par Belle petite troupe, se trouve développé le point de vue de Magdalena. Les deux dernières phrases du paragraphe évoquent pour la première, phrase verbale, un groupe d'enfants et présentent pour la seconde, phrase averbale, un commentaire résomptif dont l'attribution est d'ailleurs incertaine, de l'ensemble du paragraphe évoquant la fête d'anniversaire pour les 10 ans de Magdalena. Les enfants ébahis s'exclamaient, s'empiffraient de bonbons. Point. De la joie en barre. Le segment averbal qui ouvre le paragraphe suivant semble redoubler le commentaire précédent et assurer, selon les termes de Jean-Michel Adam, une fonction de liage entre les deux paragraphes. Mais il se trouve que la cohésion est mise à mal lors du changement de paragraphe, puisque le point de vue passe de celui de Magdalena à Apollonia, comme le montre la phrase qui suit immédiatement la phrase averbale d'ouverture. Apollonia, un peu à l'écart, en robe légère, souriait et se revoyait au Chambon, des décennies auparavant, avec d'autres enfants. Je voudrais enfin évoquer un dernier cas dont l'originalité tient à l'histoire du roman. En effet, si le changement de point de vue, comme on vient de le voir dans notre dernier exemple, est rare, il y a un autre cas qui l'est également et qui n'en est pas moins significatif. Ainsi, dans les dernières phrases d'un des derniers chapitres, Apollonia, la mère, jusque-là muette, au point que l'échange avec sa fille passe durant tout le roman par le toucher, par les caresses, prend la parole. Je cite, « Magdalena l'aperçoit maintenant, soubresaut dans leur corps à elles deux, et Apollonia inquiète qui s'approche. Mais où étais-tu » Le chapitre suivant immédiatement ouvre par le même segment « Mais où étais-tu » Mais son statut est alors ambigu. Et à nouveau, on ne peut écarter une forme de mention autonymique, sans toutefois afficher une quelconque certitude. D'ailleurs, dans la suite de cette section de paragraphes, trouve-t-on « Aucun mot depuis, mais où étais-tu » page 160. Il semble que l'on se rapproche encore ici de la procédure autonymique. Reste que la virgule après « depuis » aucun mot depuis, virgule, mais où étais-tu, est gênante pour une telle interprétation. En conclusion, le titre de ma proposition était Léonore de Récondo, passeuse de mots, de textes, de voix. De fait, la richesse de revenir à toi tient largement à cette forme d'équilibre instable, fragile, des représentations des discours rapportés, du monologue intérieur ou de l'une des incarnations de ce dernier, les phrases sans verbe. On a vu que les perturbations, les anomalies, étaient en quelque sorte subsumées par le projet romanesque. Faire advenir le destin de Magdalena par un cheminement largement intérieur et par une confrontation réelle, médiatisée par différents textes, principalement celui de Sophocle, mais il faudrait ajouter également celui de Tennessee Williams. La référence à Sophocle est en ce sens, je l'ai dit, bien plus qu'un vernis. Elle est centrale. À l'image d'une tragédie, la temporalité de revenir à toi est d'ailleurs très resserrée et construit une unité de temps. Je cite page 12. « Sa prochaine répétition est dans 5 jours. Ce voyage n'aura pas existé. Au retour, sa vie recommencera avec la lecture préparatoire de la pièce programmée à Avignon cet été, Antigone de Sophocle. » Page 42. Dans ce train, elle a l'impression de voler du temps. Entre passé et présent, elle perd tous ses repères.
C'est grisant et inhabituel dans la vie organisée des mois à l'avance en fonction des productions, répétitions, représentations, tournées. Et enfin, page 44, Magdalena soupire, le paysage glisse sur son visage, le temps d'un voyage et de remonter le temps. Par ailleurs, la référence à Antigone comme mythe universel permet alors de dire la tragédie individuelle et la tragédie de l'humanité tout entière. On le comprend à la toute fin du roman, lorsqu'Apollonia donne à sa fille une enveloppe de papier kraft qui contient une lettre. Je lis à la page 170. Magdalena ne comprend rien, lit juste la signature. Ses mains tremblent. Elle survole toutes les feuilles jusqu'aux actes de décès. Jakub Singer, 1915-1939. Irena Singer, 1919-1943. Josepha Singer, 1937-1943. Les papiers glissent par terre. Magdalena pleure. Dans un mouvement simultané, ces constructions intérieures, projections, débris et rêves, s'effondrent et se rejoignent, explosent et se regroupent. Elle prend la main de sa mère, l'embrasse. Elles ne disent pas un mot du silence et de l'absence. Contentons-nous ici de noter une forme de métadiscours engageant, je cite, les constructions intérieures, l'équilibre et les perturbations dans un processus sans cesse répété s'effondrent et se rejoignent, explosent et se regroupent. La parole et l'absence de parole, elles ne disent pas un mot du silence et de l'absence, et le double niveau des deux lexis, silence et absence, à la fois mot de la narration et référence à la page 45, Maman est tombée nue dans le silence de l'absence. On comprend dès lors le titre de cette communication, Léonore de Récondo, passeuse de voix, passeuse de texte, et on le comprend encore mieux en laissant la parole à l'auteur que je cite. Ça me fait vraiment vibrer d'imaginer des histoires et de les transmettre, comme je disais, dans cette grande tradition de texte et ces grandes traditions de mythes, parce qu'après, Antigone traverse évidemment le roman. Et de savoir aussi qu'on est tous constitués et traversés de ces grands personnages mythologiques, des textes qui ont été écrits il y a des milliers d'années. Je trouve ça beau d'être dans cette sorte de grande chaîne. Et puis j'écris aussi parce que j'ai lu, parce que j'ai l'impression aussi d'être une forme de réceptacle de mots. Je pense qu'on lit tous plus ou moins consciemment, des grands livres. Et j'ai l'impression en écrivant de continuer une forme de très très grande tradition de raconter des histoires. Mais on est les uns après les autres, écrivant des histoires, les passant. Elles sont passées à travers les livres. Je vous remercie.